l'hydratation. Alors, l'hydratation en chimie organique désigne une réaction précise, c'est la réaction d'addition d'eau sur un composé organique. Autrement dit, un composé organique plus H2O donne un produit. Alors ici, ça donne deux produits possibles, qui sont deux alcools, selon que HO se lie sur un carbone ou l'autre, et puis H de l'autre côté. Donc la réaction en alcène plus de l'eau se fait à température ambiante, à froid, avec comme catalyseur soit de l'acide sulfurique, soit de l'acide phosphorique. Donc la différence, l'acide sulfurique est plus fort, donc un peu plus dangereux à manipuler, donc ça veut dire sous la hotte, avec des gants. L'acide phosphorique, en général, on l'utilise concentré, donc on l'utilise aussi sous la hotte avec des gants, mais un peu moins dangereux. Et on obtient soit un alcool de classe primaire, puisque le carbone qui porte la fonction alcool est lié à un seul carbone, ou un alcool de classe secondaire. Et on s'aperçoit que l'alcool de classe la plus élevée est majoritaire. Et on dit que la réaction donc est régiosélective, puisqu'elle sélectionne majoritairement un régioisomère parmi deux, selon la règle de Markovnikov, la même que pour l'addition de HCl. On va voir que l'explication est la même. Donc, je vous l'ai détaillé sur cet exemple. C'est du cyclohexène avec un méthyle, c'est du 1-méthylcyclohexène. 1-méthylcyclohexène. Donc, plus de l'eau en milieu acide sulfurique. Donc, d'abord, avant de proposer un mécanisme, je regarde la réactivité de chaque espèce. Donc, l'alcène, on sait que c'est un nucléophile. Donc, évidemment, on cherche un électrophile. H2O, c'est essentiellement un nucléophile sur l'oxygène. Plutôt bon. C'est une base faible, puisque c'est la base de H3O plus H2O, pKa 0, donc c'est une mauvaise base. C'est la plus mauvaise base possible dans l'eau. Et H2O est aussi un acide, mais c'est pKa 14, H2OHO-, donc c'est le moins bon acide de l'eau, dans l'eau. Donc un mauvais acide, une mauvaise base. Donc c'est essentiellement plutôt un nucléophile. Et l'acide, c'est ici évidemment qu'il faut le chercher, c'est H2SO4, qui est un acide fort. La première réaction, c'est donc la réaction de l'acide fort sur l'eau. Par définition, un acide fort réagit totalement sur l'eau, et donc donne une solution de H3O plus HSO4- dans l'eau. Donc c'est mon étape que j'ai appelée l'étape 0, qui va permettre de créer le catalyseur H3O+, que je vais utiliser ensuite. Donc l'alcène, nucléophile, réagit avec H3+. Alors, c'est une réaction de quel type? H3+, c'est un acide, d'accord, mais c'est aussi un électrophile. Et l'alcène, c'est pas une base, donc c'est un nucléophile. Donc c'est plutôt nucléophile plus électrophile qu'il faut dire ici. Donc on va créer une liaison CH, puisque H ne peut faire qu'une seule liaison, donc soit d'un côté, soit de l'autre. Donc le H va se lier, par exemple, en haut, le voilà, et du coup, attention, ce H là, il était déjà là. Donc vous pouvez dessiner ici, là il y a un H, et puis ça c'est un CH3. En topologie, je ne dessine pas les H, mais donc rajoutez-le si vous êtes gêné. Donc le H ici et un CH3 ici. Ok, le H+, en fait, venant de H3+, c'est lié au carbone du haut, et ça forme un carbocation sur l'autre carbone. Un carbocation de classe 2, secondaire, stabilisé par deux effets inductifs. On considère que l'étape inverse ne se fait pas. Pourquoi? Parce que pour faire l'étape inverse, il faudrait que l'eau récupère ce H, autrement dit faire une liaison OH, ça c'est possible, mais il faudrait casser la liaison CH, pardon, celui du haut. Il faudrait casser la liaison CH qu'on vient de faire fabriquer. Casser une CH, c'est difficile. Autrement dit, c'est lent. C'est très lent, surtout si on est à 20 degrés. Donc on peut considérer que ça n'a pas lieu. Ok, le H aurait pu se lier au carbone du bas, donc faire un CH2 en bas, et du coup faire un carbocation en haut. Un carbocation de classe 3, tertiaire, plus stable que le secondaire, stabilisé par trois effets inductifs. S'il est plus stable, on va le voir sur le profil énergétique, l'énergie d'activation va être plus petite, la constante va être plus grande, il est formé plus vite. Il est formé plus vite, donc il conduit au produit majoritaire. Ensuite, on prend le carbocation, donc étape 2. Donc j'ai pris le carbocation tertiaire ici, le majoritaire, celui qui se forme le plus vite. Un carbocation, évidemment, c'est un très bon électrophile, il a une lacune électronique. En face, il y a comme nucléophile, il y a H2O ou il y a HSO4-. Alors HSO4-, on pourrait se dire, ah, il y a un oxygène moins, c'est assez nucléophile.
Oui, mais c'est une molécule hautement conjuguée. Et du coup, les doublets de l'oxygène sont occupés dans la conjugaison et du coup, ils sont moins disponibles pour faire une attaque nucléophile. Donc finalement, l'eau est un meilleur nucléophile. En plus, il y en a beaucoup, c'est le solvant. Donc c'est lui qui va attaquer plus rapidement ce carbocation pour former les ions CO. Donc c'est intermédiaire réactionnel. On appelle ça une addition nucléophile, puisque c'est un nucléophile qui vient s'ajouter à ma molécule organique. Création d'une liaison, c'est facile. Autrement dit, c'est rapide. L'énergie d'activation va être toute petite. Et enfin, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à H3O+, c'est un acide. C'est un acide de Bronsted fort. Vous pouvez rajouter ici, je ne l'ai pas mis, acide de Bronsted fort. Donc, H2O vient déprotoner cet acide. Attention au sens des flèches. Le doublet vient chercher le H, et donc le doublet ici se rabat sur l'oxygène. On le retrouve ici. Et on forme la fonction alcool. Sur un carbone de classe 3, on appelle ça un alcool tertiaire. Et au passage, on remarque qu'on récupère H3O+, notre catalyseur de l'étape 1. Voilà, donc 1, 2, 3. C'est le mécanisme en 3 étapes, avec utilisation du catalyseur et régénération à la fin. Évidemment, on peut écrire le même mécanisme avec le carbocation secondaire et on obtient l'alcool secondaire. Donc je crois que je n'ai pas tout réécrit. Non. Donc l'équation bilan, l'alcène plus l'eau, catalyse H2SO4. On pourrait mettre juste catalyseur H+, parfois on met juste catalyseur H+. En chimie organique, on s'autorise ça. Et on forme 2 alcools, tertiaires ou secondaires ici. On peut remarquer que celui-là n'a pas de carbone asymétrique, donc il est tout seul. Et celui-là en a 2, donc il y aura un mélange de stéréoisomères. Donc ici, il fallait compléter un seul stéréoisomère possible, unique. Et ici, on a 2 carbones asymétriques, donc un mélange de 4 stéréoisomères. RR, SS, RS, SR. On obtiendra un mélange des 4. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'y a pas de carbone asymétrique. Lorsqu'ils sont créés, on en crée une configuration et l'autre. Donc on crée forcément un mélange des 4. Ok. Maintenant, pour discuter de savoir quel est le produit majoritaire, je vous avais demandé de tracer le profil énergétique. Donc la réaction se fait avec des étapes non inversables. Donc, autrement dit, elle est sous contrôle cinétique. Ce qui se fait le plus vite conduit au produit majoritaire. Inutile de comparer toutes les étapes. Comparer l'étape cinétiquement déterminante, la plus lente. La plus lente, c'est celle qui forme le carbocation, qui est une espèce instable, haute en énergie potentielle. Donc c'est la première. Donc comparons, allons-y, énergie potentielle en kilojoules par mol ou joules par mol en fonction de la coordonnée réactionnelle. Notre réactif ici, c'est l'alcène plus H+, plus H3, oui, on peut dire plus H+. Et en forme de carbocation possible, donc vous pouvez rajouter ici réactif, j'ai oublié de le mettre sur le profil. Le carbocation tertiaire et secondaire. Tertiaire est plus stable que secondaire. Ils sont tous les deux hauts en énergie, mais le tertiaire un peu moins. C'est un acte très endothermique, donc je peux prévoir avec le postulat de Hammond que le complexe activé, qui est ici, va être proche en structure et en énergie du carbocation. Donc, il est un tout petit peu plus haut, à peine plus haut que le CC2+, et d'où l'énergie d'activation, la barrière d'énergie à franchir. Et puis pour le tertiaire, elle est plus basse, l'énergie d'activation est plus petite, donc avec la relation d'Arrhenius, la constante est plus grande, et si la constante est plus grande, forcément P3 est majoritaire devant P2. Est-ce que ce diagramme est clair pour vous? Monsieur? Oui. On ne pourrait pas rajouter sur ce diagramme le produit secondaire et tertiaire. On pourrait les mettre. On pourrait mettre toutes les étapes, les 3 étapes, mais ça prend plein de temps et en fait ça sert à rien puisque seule l'étape cinétiquement déterminante va imposer la vitesse. Donc il suffit de faire le profil de l'étape cinétiquement déterminante. D'accord.
effectivement, hier, je vous ai fait un profil complet, parce qu'il n'y avait que 2 étapes, donc c'était pas très difficile. On mettait l'intermédiaire réactionnel, puis les produits. Ici, il y a 3 étapes, donc si je commence à mettre les 2 intermédiaires réactionnels, les réactifs, les produits, enfin, ça prend plein de temps. L'étape cinétiquement déterminante, ça suffit. Donc, allons à l'essentiel, à l'ECD. Et en plus, je ne sais pas les comparer, les produits. Est-ce que le P3 est plus stable que le P2? A priori, ils sont de stabilité proche. Donc, moi, je sais comparer que les carbocations dans la bifurcation entre les 2 possibilités. Un petit peu de stéréochimie. Donc, pour compléter, ici, il y a pas de carbone asymétrique, pardon. Donc, le produit est unique, il y a un seul stéréosomère, ni R ni S. Alors que l'autre, il y a 2 carbones asymétriques, donc il y a 4 produits. Il y a du RR et du SS qui sont formés en quantité égale. Il y a un mélange racémique de RR-SS. Et puis il y a du RS et du SR en mélange racémique. Donc il y a 2 mélanges racémiques. Et par contre, la quantité de l'un n'est pas forcément égale à la quantité de l'autre. C'est pas 25 de chaque. On pourrait avoir 40, 40, 10, 10. Ça, je ne sais pas. Il faudrait faire l'expérience. Je ne peux pas le prévoir. Je peux prévoir que globalement, le pouvoir rotatoire du mélange sera nul. Donc, que c'est un mélange de 2 mélanges racémiques. Donc, sans précision de l'énoncé, on met, il y a 2 carbones asymétriques, 4 stéréosomères possibles. Ok, une nouvelle réaction. Addition de dihalogènes. Un dihalogène, c'est Br2, Cl2 ou I2. Alors pourquoi pas F2? Je l'ai mis ici, parce que F2 est trop réactif. Est très difficile à manipuler, donc on ne l'utilise jamais au laboratoire. Et même dans l'industrie, c'est quelque chose qu'on manipule avec beaucoup de précautions. Donc un alcène en présence de Br2 à froid, 20 degrés, dans un solvant du genre CCl4, c'est-à-dire un solvant qui est apolaire, aprotique. Il n'a pas de H acide et il est apolaire puisque, si on regarde, le delta plus et le delta moins sont au même endroit dans CCl4, donc il n'y a pas de moment dipolaire. Et la réaction est rapide et il n'y a pas besoin de catalyseur. Et on obtient un composé qu'on appelle un composé 1,2-dibromé. Je pourrais peut-être le rajouter. Tac. Ah zut. Petit souci technique. Attendez. Il ne faut pas que j'efface ma fenêtre. Voilà. Tac. Ah, il est revenu sur la page. Les inconvénients du direct. Hop. On va y arriver. Voilà. Donc composé 1,2-dibromé parce qu'ils sont sur 2 carbones voisins. On pourrait aussi utiliser Cl2 ou I2. Alors petite indication expérimentale que j'ai oublié de rajouter. Br2 est un liquide à température ambiante. Cl2 est un gaz à température ambiante. I2 est un solide à température ambiante. Donc évidemment, il y aura des difficultés différentes. Cl2, gaz toxique, mortel. Donc on ne l'utilisera pas au laboratoire. Vous pouvez rajouter Cl2, gazeux, toxique. Br2 est aussi toxique et il a tendance à libérer facilement des vapeurs de Br2 toxiques, donc on les manipule sous la hotte. C'est un liquide corrosif, donc difficile à manipuler. Donc en pratique au laboratoire, on n'utilise jamais sous cette forme-là. Et I2 est un solide, plus facile à manipuler, donc on aime bien utiliser I2. Donc I2 solide, Cl2 gazeux,
Br2 liquide. Du coup, si je veux bien mettre la case au bon endroit, voilà. Donc Br2. Allez, hop, dibrome liquide, dichlore gazeux et diode solide. Alors on verra que ceci constitue une réaction test, une réaction rapide sans catalyse, qui nous permet de tester tout de suite si on a un alcène dans un composé organique, une fonction alcène. Donc comment on fait? On prend du dibrome. Alors pas du dibrome parce que c'est délicat à manipuler, on prend du dibrome dilué dans de l'eau, on appelle ça de l'eau de brome. Donc le dibrome est légèrement soluble dans l'eau. Alors on en met très peu finalement de dibrome, il y a beaucoup d'eau et un petit peu de dibrome, et on obtient une solution qui est jaune, orangée selon la concentration en dibrome. Et on rajoute un peu d'alcène, quelques gouttes, parfois 1 millilitre, parfois très peu, ça marche dans les deux cas. On agite un tout petit peu pour des problèmes de miscibilité, et on observe la décoloration instantanée de l'eau de brome. Et à la fin, en attendant, on obtient en général deux phases, une phase aqueuse et une phase organique qui contient le composé dibromé. En général, le composé dibromé est plutôt assez dense, donc la phase organique est normalement en dessous de celle de l'eau, et éventuellement elle peut être au-dessus si c'est un tout petit peu moins dense que l'eau. On verra dans le TP réaction test qu'on fera. On peut aussi faire l'inverse, on peut prendre de l'alcène et mettre quelques gouttes d'eau de brome et observer la décoloration de l'eau de brome. Ça marche avec l'un ou l'autre. Donc retenez décoloration de l'eau de brome d'une fonction alcène, enfin en présence d'une fonction alcène. Donc ici vous pouvez, je sais pas, colorier par exemple en jaune ou orangé, et ici tout est incolore. Alors, mécanisme de réaction et produit. Donc, je suis parti ici d'un alcène de configuration Z. D'accord, les deux CH3 sont du même côté, donc sont en 6, donc la molécule est de configuration absolue Z. Z but de N. Qu'on peut dessiner soit dans le plan de la feuille, soit dans un plan perpendiculaire au plan de la feuille. Un alcène, c'est localement plan, d'accord? Et donc là, j'ai basculé ma molécule, j'ai mis des CH3 vers l'arrière. Et la molécule voit le Br2. Il se cause, c'est-à-dire le nuage électronique pi chasse un peu de densité électronique du dibrome vers la droite. C'est-à-dire que le nuage électronique du dibrome se polarise sous l'action de l'alcène, à l'approche de la fonction alcène. Et du coup, celui-là devient delta plus, celui-là devient delta moins. Autrement dit, le brome de gauche devient légèrement électrophile. À ce moment-là, c'est parti. La double liaison est nucléophile, elle attaque un des atomes de brome, celui qui est delta plus. Ah, mais du coup, ça provoque la cassure de la liaison BR-BR. Petite flèche 2. Ça fait un BR-. Et en même temps, ah oui, mais il y a deux carbones. Donc, s'il y en a un qui fait une liaison, l'autre, il va se retrouver avec une lacune. Et donc, ça serait un carbocation. Eh ben non, parce que le brome, il a 3 doublets. Et avec un des 3 doublets, il peut donner en retour, on appelle ça, une attaque en retour du brome vers l'autre carbone. Et on fait une deuxième liaison de carbone-brome. Donc on en fait une à gauche et une à droite, autrement dit, on fait un cycle. Le brome avait 3 doublets, j'en ai utilisé un pour faire cette liaison, et celui-là est parti sur le BR, former un BR-. Et donc il me reste 4 doublets autour du brome, il a l'octet, il est content, sauf qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons propres, au lieu de 7 habituellement, donc il est BR+. D'où le nom, on appelle ça un ion bromonium, et comme on forme un cycle, un ion ponté, ou un ion cyclique, bromonium. Pendant ce temps-là, les CH3 qui étaient tous les deux en arrière basculent un tout petit peu vers le bas, mais ils restent du même côté, ils restent en 6. D'accord? Donc les deux liaisons carbone-brome se font, toutes les deux en haut, et les substituants
conservent à peu près la place qu'ils avaient en basculant un tout petit peu vers le bas. On appelle ça une étape AE, addition électrophile, parce que c'est une électrophile qui s'est liée à l'alcène. Ça se fait en haut, mais ça se fait aussi en bas, parce que un alcène, c'est réactif par le haut ou par le bas. Parce qu'il y a autant de densité électronique au-dessus qu'en dessous. Donc en fait, on a 2 ions pontés bromonium. Sauf qu'ici, si vous regardez, comme il y a un plan de symétrie dans la molécule, je ne sais pas si vous le voyez, là, qui passerait par le milieu ici, tac. Donc en fait, c'est les mêmes. Si vous faites une rotation, vous verrez que c'est le même. Donc ici, ion ponté en fait unique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le mécanisme n'est pas le même que pour l'addition de HBr par exemple? Ah bah la différence c'est que le brome ici, il a des doublets. Donc il peut attaquer en retour, ce que ne pouvait pas faire H, parce que H, il n'avait pas de doublet. Et du coup, ça évite le passage par un carbocation. Et du coup, ici le carbone à l'octet, le brome à l'octet, tout le monde à l'octet, c'est beaucoup plus stable que s'il y avait un carbocation. Ou quelqu'un n'a pas l'octet. D'accord? Donc il n'est pas évident ce mécanisme. Hein. La double attaque le brome, Br- s'en va, et le brome attaque en retour. Il ne faut pas oublier cette flèche numéro 3. En fait, tout ça a lieu de manière concertée. Hein. Donc je vous ai mis 1, 2, 3, 1 provoque 2, et puis 3 a lieu plutôt après, mais en fait, ça a peut-être tout lieu en même temps. On appelle ça une étape concertée. Ensuite, une fois qu'on a formé notre bromonium, on se dit que bah, Br- va attaquer Br+. Eh ben pas du tout. Parce que ce plus, c'est une charge formelle. C'est pas du tout la charge réelle. L'électronégativité du brome est plus grande que celle du carbone. Donc en fait, lui, il est delta moins, et ce sont les carbones qui sont delta plus. Alors, je ne vais pas mettre un delta moins ici, mais on va dire que le plus, en fait, il est sur les carbones. Donc il y a quasiment un demi plus ici et un demi plus ici. D'accord? Delta plus ou delta vaut quasiment 0,5. Donc en fait, ce sont les carbones qui sont électrophiles, et pas du tout le brome plus. Ce qui fait que ici, j'ai mis retour qui ne se fait pas. Bah oui, parce que Br-, en fait, il ne va pas aller attaquer Br+, puisque le Br+, c'est pas un site électrophile. Ce sont les carbones qui sont devenus delta+. Donc lui, il ne peut pas aller attaquer ici. Donc il ne peut pas refaire du dibrome. Il peut attaquer sur un carbone. Alors on pourrait dire, il attaque par le haut ou par le bas. Eh ben non, il attaque que par le bas. Pourquoi? Parce que le haut, il y a le brome qui gêne. Donc il attaque par le bas, à l'opposé du pont bromonium. C'est tellement à l'opposé que c'est même à 180 degrés. Regardez ici, entre la liaison qu'on va former et la liaison qu'on va casser. On appelle ça une attaque en anti à 180 degrés. Br- attaque par le bas, pendant que les ondes CBr se cassent en haut. Donc le Br- attaqué par le bas. Et puis ces deux-là, ils sont obligés de bouger un peu parce que ça forme un tétraèdre à la fin. Donc le CH3 monte un petit peu, le H monte un petit peu. Ils restent en avant et en arrière comme ils étaient, mais ils basculent un petit peu. Et puis ce brome bascule vers la droite. Est-ce que cette étape est rapide? On casse une liaison. Oui, mais on en forme une. Et en même temps, on casse un cycle à 3. Et vous savez que les cycles à 3 sont des cycles tendus, faciles à ouvrir, très réactifs. Donc cette étape est plutôt rapide. Formation de liaison avec ouverture d'un cycle à 3, vous pouvez rajouter ici, ouverture d'un cycle à 3 qui est un cycle tendu. Donc c'est plutôt favorisé. Voilà, on obtient ce stéréoisomère, on discutera après de R ou S. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai attaqué à gauche? Je peux aussi attaquer à droite. Bah, bien sûr qu'on peut attaquer à droite. On peut attaquer autant à droite qu'à gauche. Donc Br- peut attaquer à droite, par le dessous. Et dans ce cas-là, c'est ce Br-là qui part en haut, qui bascule, voilà. Et le Br- qui est arrivé, il est arrivé par le dessous, et du coup, les substituants H et CH3 sont obligés de monter un petit peu, les voilà. CH3 reste en arrière, il était en arrière, il reste en arrière.
Et on obtient un autre stéréoisomère. Alors, est-ce que vous avez trouvé quels étaient ces stéréoisomères? Donc, celui du dessus, vous le qualifiez de quoi? RR. RR. Alors, regardons. Oui, c'est ce que j'ai trouvé, RR. Donc, on classe les substituants. Le brome est 1. Ensuite, le carbone qui porte le brome est 2. Le carbone qui porte le DH est 3. Le H est 4. Le H est en avant. Le CIP est donc derrière. Je regarde le sens de rotation 1 vers 2 vers 3, ça tourne vers la gauche. Ah oui, mais mon œil est derrière, donc il voit l'inverse de ce que je vois. Donc pour lui, ça tourne vers la droite, donc il voit bien un R. On fait la même chose à gauche. C'est le RR. Et vous pouvez vérifier que l'autre, c'est le SS. Ce sont donc des énantiomères. L'image d'un miroir plan d'un R, c'est un S. L'image d'un RR, c'est un SS. Donc ce sont deux énantiomères formés en proportion 50-50, autrement dit un mélange racémique. Pourquoi 50-50? Parce que BR- attaque autant à gauche qu'à droite. Donc, mélange racémique. La réaction n'est pas énantiosélective. Elle forme autant d'un énantiomère que de l'autre. Est-ce qu'elle est sélective? On a obtenu 2 stéréoisomères. Mais on aurait pu en obtenir un autre. On aurait pu obtenir le SR aussi. Alors le SR, il ressemble à quoi? C'est celui-là, il a un plan de symétrie, c'est un composé à 2 carbones asymétriques mais avec un plan de symétrie, donc il est achiral. C'est ce qu'on appelle le composé méso. Et celui-là, il n'est pas formé. Donc on obtient 2 stéréoisomères parmi 3 possibles. Donc on dit qu'elle est stéréosélective, oui, mais elle est diastéréosélective et non pas énantiosélective. Elle forme le RR, le SS, mais pas le RS. Donc à cause du caractère anti de l'addition, vous n'obtenez pas tous les stéréoisomères possibles. Alors, je vous enverrai le corriger, hein, que si vous n'avez pas le temps de tout gratter, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout faire. Peut-être que je pourrais vous laisser un petit instant de réflexion. Donc, partons du E, but de N. Alors, à vous de prévoir les produits à l'aide du mécanisme. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps de réflexion. Alors, dessinez d'abord le E, but de N. Donc, ça, c'est pas très difficile, hein. Vous aviez ici, hop, le Z. Donc, le E, il suffit de mettre les deux CH3 en trans et vous avez le E, but de N. Donc, vous pouvez le dessiner dans le plan, ou alors vous pouvez dessiner, comme je vous l'ai fait ici, dans un plan perpendiculaire. C'est plus facile pour écrire le mécanisme. Donc, commencez par ça, dessinez le réactif, le E, but de N, et puis on va compléter le mécanisme. Donc, je vous laisse un temps de réflexion, et après, on regarde ce que ça donne.
Alors, je vous donne le départ. Donc, l'alcène de configuration E, le voici, avec les deux CH3 de part et d'autre, donc en trans, qu'on peut dessiner dans un plan perpendiculaire en basculant la molécule de 80 degrés. Donc, les CH3 se retrouvent en arrière ici, en avant ici. Et Br2, vous pouvez le mettre soit au-dessus, soit à côté. Alors, c'est plus simple si on le met au-dessus, d'ailleurs. La doublison attaque un des deux bromes, le premier, l'autre s'en va sous forme de Br-, et celui-là attaque en retour sur l'autre carbone. Donc on fait deux liaisons carbone-brome dans cette première étape pour former un bromonium. Alors, si Br2 est arrivé par le haut, voilà le bromonium obtenu, avec le CH3 en arrière et en avant, ils sont restés en transe. Ils étaient en transe, ils restent en transe. Et puis Br2 peut aussi arriver par le dessous. Donc un autre bromonium, formé dans les quantités 50-50, il y a autant de chances que Br2 arrive par le dessus que par le dessous. Ensuite, Br- attaque soit à gauche, soit à droite. Donc je vous ai mis en trait plein l'attaque à gauche et en trait discontinu l'attaque à droite. Alors, attaque à gauche, Br- est arrivé par le bas, donc les deux substituants sont obligés de monter un petit peu pour que ça reste tétraédrique ici. Et puis Br bascule un peu vers la droite, et les substituants de devant et de derrière ici à droite ne bougent pas. Vous pouvez faire les configurations absolues, vous placez 1, 2, 3, 4, vous verrez que ce carbone ici est R et que celui-ci est S. Et si vous faites l'attaque à droite, donc Br- est arrivé par le bas à droite, vous obtenez ce composé qui est le SR. Et en fait, si vous regardez, c'est la même molécule. Vous pouvez la tourner un petit peu dans l'espace et vous verrez qu'elles sont superposables. RS, SR, c'est le composé méso, achiral, donc 100% du même composé. Ah oui, mais si on avait attaqué en haut sur l'autre bromonium, ah ben vous verrez, essayez, attaquez à gauche ou à droite et vous allez voir que vous allez obtenir ceci ou ceci, c'est-à-dire en fait le même composé méso-achiral. Donc il y a deux bromoniums et finalement il n'y a qu'un produit possible à cause du caractère anti. Alors le Br- attaque à 180 degrés par rapport à la liaison carbone-brome qu'on casse. Vous obtenez ça? Oui. On est bien d'accord hein, que sur une copie RS, il faudra justifier 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Là, je ne l'ai pas refait parce que je l'avais fait au-dessus, hein. Mais on ne donne pas une configuration sans justification. Donc on remet 1, 2, 3, 4 et le CIP. Donc ici, le brome c'est le 1, le carbone qui porte le brome c'est le 2, le CH3 c'est le 3, le H c'est le 4, le H est devant, donc le CIP est derrière. Ça tournerait vers la gauche, oui, mais le CIP verrait donc l'inverse, donc il verrait bien un R pour ce carbone asymétrique. Puis vous pouvez mettre les étoiles pour les carbones asymétriques que j'ai oublié de mettre. Donc une petite étoile ici et ici. Donc si je fais le bilan, quand je partais du Z, j'obtenais 50% de RR, 50% de SS et 0% du composé méso-RS. Quand je suis parti du E, j'ai obtenu 100% du composé méso-RS et j'ai pas obtenu les autres. Donc comme on obtient 3 stéréoisomères en quantités différentes, chaque réaction est diastéréosélective. Et maintenant je compare. Tiens, si je pars du Z ou si je pars du E, j'obtiens des résultats différents. Donc la réaction est quoi selon vous? Diastéréosélective. J'ai pas bien entendu la fin. Diastéréo. Sélective.
sélective. Non. Chaque Spécifique. réaction, voilà, c'est spécifique. Parce que selon le stéréoisomère engagé, on obtient un résultat différent. Ça dépend du stéréoisomère de départ. La réaction est donc stéréospécifique. Et comme ce sont des diastéréoisomères ZDO, elle est diastéréospécifique. Selon le diastéréoisomère de départ, on obtient des choses différentes. Évidemment, on voit que pour qu'une réaction soit diastéréospécifique, il faut qu'elle soit diastéréosélective. C'est lié. Mais regardez la subtilité, chaque réaction prise toute seule est diastéréosélective. Et pour pouvoir parler de diastéréospécificité, il faut être capable d'avoir deux réactifs différents et de comparer les produits. Les produits diffèrent selon le réactif de départ. Ah, c'est spécifique ça. Vous voyez la différence? Oui. D'accord. Donc sélectif, je vous ai dit, sélectif, c'est il y a un concours, voilà, on obtient différentes places, différents produits. Spécifique, ça dépend du truc de départ. Ah bah écoutez, hier j'avais dépassé le temps, j'en ai fait un peu trop. Ah bah ce soir on va en faire un peu moins. J'en ai pas écrit assez, bah tant pis, hein. On se rattrapera une autre fois, ça, ça va faire une séance un peu plus courte aujourd'hui. Voilà, on a plein de temps pour des questions éventuelles. Monsieur, Oui, j'avais une question par rapport à du coup le brome, vu qu'il attaque en anti. oui. J'ai pas compris pourquoi il attaquait en anti. Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi Br- il attaque en anti? Alors en fait, la cause est orbitalaire. Pour former une liaison, il faut que une orbitale du brome interagisse avec une orbitale du carbone. D'accord? Alors ça c'est un peu subtil, ça va dépasser notre programme, mais la liaison carbone-brome, c'est une sigma. Et pour que le Br- fasse une liaison avec ce carbone, il va interagir avec la sigma étoile. Et la sigma étoile, il se trouve qu'elle a un gros lobe vers le bas, à 180 degrés par rapport à la liaison carbone-brome. Donc le Br- attaque par ici pour aller remplir une orbitale pendant que l'autre orbitale se vide. Et ces orbitales, elles sont à 180 degrés l'une de l'autre. Donc, à notre niveau, on apprend que quand on a une liaison qui se forme et une liaison qui se casse, la liaison qui se forme, en général, se forme à 180 degrés par rapport à celle qui se casse. Et si on veut fouiller, on justifie en disant que c'est un problème d'orbital. C'est parce que les orbitales qui sont mises en jeu sont à 180 degrés l'une de l'autre. D'accord. Et du coup, la liaison sigma étoile, c'est la liaison CC? Non. Ça dépasse notre programme, ça, mais toutes les liaisons que vous voyez, ça, c'est des sigmas. C'est ce qu'on appelle les orbitales liantes. Les sigma étoiles, c'est des orbitales antiliantes qu'on ne dessine pas. Enfin, on peut pas les visualiser sur un schéma de Lewis, elles ne sont pas dessinées. Sur un schéma de Lewis, on dessine que les orbitales de valence qui contiennent des électrons, donc on dessine que les sigma et les pi. Et les autres, les sigma étoiles, les pi étoiles, qu'on avait vu dans le diagramme d'orbital, si vous vous rappelez, en fait, elles ne sont pas dessinées en Lewis. Donc, si on voulait aller plus loin, il faudrait dessiner des orbitales, sigma, sigma étoile. Bon, ça dépasse complètement notre programme. Donc, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Moi, il suffit que vous sachiez que quand on forme une liaison et qu'on casse une liaison, il faut que ça se fasse à 180 degrés. En général. Il y a quelques exceptions, comme toujours. D'accord, merci beaucoup.
Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrête la séance là. Je reste en ligne si jamais vous avez des questions quand même qui arrivent. Je vais vous envoyer les feuilles corrigées hein, sur Discord et par mail. Je ne sais pas si ça sert que je les mette sur Pronote ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent encore Pronote? Parce que j'ai été un peu moins actif sur Pronote, parce que c'est vrai que ça multiplie les supports et que ça prend du temps, tout ça. Est-ce que certains veulent que je continue à mettre les choses sur Pronote ou pas? Oui, moi j'aime bien sur Pronote. D'accord. Bon, je vais essayer de le faire systématiquement, mais je crois que j'ai oublié d'en mettre certains. Donc si j'oublie, bah, vous me le rappelez, hein, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.